Sommes-nous seuls dans l'univers? Cette question vertigineuse, tout le monde se l'est déjà posée. Au fur et à mesure que les sciences et la technologie progressent, les astronomes mettent sans cesse au point de nouveaux moyens, toujours plus précis, pour découvrir un jour une vie extraterrestre. En 1970, on a envoyé les premiers messages dans l'espace à destination de civilisations extraterrestres intelligentes. Et même si, pour l'heure, nous n'avons toujours pas reçu de réponse, beaucoup sont convaincus que la vie est présente dans l'univers ailleurs que sur Terre. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous embarquons pour un grand voyage dans notre système solaire et au-delà, au cœur de l'univers, en quête d'indices sur l'existence d'une vie extraterrestre. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Les témoignages des personnes ayant rencontré des extraterrestres sont très nombreux et beaucoup sont farfelus. Mais certaines de ces histoires continuent de nous intriguer aujourd'hui car aucune explication rationnelle n'a encore été trouvée. Ce fut le cas du récit qui va suivre. Nous sommes en Chine, le soir du 24 juillet 1981 à 22h38. Près de 10 millions de personnes ont déclaré avoir aperçu une spirale lumineuse dans le ciel pendant 6 à 7 minutes. Ce phénomène étrange a été observé dans plusieurs provinces chinoises, le Sichuan, le Yunnan, le Gansu et le Qinghai. Selon les témoignages, l'objet volant non identifié aurait ressemblé à une spirale se détachant nettement des étoiles. Et le plus étrange, c'est que ce phénomène avait déjà été observé par le passé. L'hypothèse de la météorite a rapidement été écartée, car les données de l'objet ne coïncidaient pas avec celles d'une météorite. Il se déplaçait à une vitesse de plusieurs kilomètres seconde, à une altitude de 500 km dans le sens inverse de la rotation de la Terre. L'autre théorie avancée pour expliquer cet objet volant non identifié est celle de l'avion espion. Mais les photos et enregistrements de l'OVNI étant de très mauvaise qualité, on n'a jamais pu être sûr de l'explication la plus plausible. Certains scientifiques ont essayé d'expliquer cet OVNI par des phénomènes naturels dans l'espace, mais aucun phénomène connu ne semble correspondre. Même si plus tard, en 2009, des centaines de personnes ont déclaré avoir observé la même spirale lumineuse dans le ciel de la Norvège, avant que la Russie ne l'explique par une expérience militaire qui aurait mal tourné. L'univers observable contiendrait près de 200 trilliards d'étoiles, c'est-à-dire 200 000 milliards d'étoiles. Comment pourrait-on se représenter une telle quantité ? Il y a plus d'étoiles dans l'univers observable que de grains de sable sur Terre. D'ailleurs, si on convertissait chaque étoile en un grain de sable, il y aurait de quoi recouvrir la Terre d'une épaisseur de 10 cm. Il y a dans la totalité des mers, océans, rivières et lacs de notre chère planète Terre, moins de gouttes d'eau que d'étoiles dans notre univers observable. Et pourtant, l'univers observable ne représente qu'une infime goutte d'eau dans un immense océan cosmique. La taille de l'univers entier pourrait contenir un volume d'espace 15 millions de fois plus important que celui de l'univers observable. Difficile de croire que dans un espace aussi grand, l'univers soit vide de vie. Et pourtant, même si nous pourrions nous dire que nous ne sommes certainement pas les seuls dans l'immensité infinie du cosmos, à l'heure d'aujourd'hui, la Terre est la seule planète connue où la vie existe.
Trouver des traces de vie extraterrestre dans l'univers est d'ailleurs l'une des missions du télescope James Webb, qui étudie notamment l'atmosphère des exoplanètes. Les exoplanètes sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. La première a été découverte en 1995 et depuis, on en a découvert plus de 5000. Le télescope James Webb est placé en orbite autour du Soleil à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Mais alors, est-ce que le télescope James Webb a des chances de trouver de la vie au-delà de notre planète? La réponse est oui. L'astronaute américain Frank Drake a établi en 1961 ce que l'on appelle l'équation de Drake. Cette équation permettrait de quantifier le nombre potentiel de civilisations intelligentes autres que la nôtre. D'après l'équation de Drake, il existerait un nombre quantifiable élevé de civilisations extraterrestres intelligentes. Et nous devrions trouver plus de preuves technologiques que biologiques de ces civilisations. Par exemple, des signaux électromagnétiques à longue portée. Pourquoi? Tout simplement parce que les traces technologiques perdurent plus longtemps que les biosignatures, qui sont par exemple des traces de méthane ou d'eau essentielles au développement de la vie, ou encore des molécules organiques. Les astronomes pourront donc trouver des traces de technologie laissées par une civilisation qui a déjà disparu depuis des milliers d'années. En plus, les scientifiques ont déterminé que les biosignatures seraient moins fiables et moins facilement détectables que les technosignatures. As-tu déjà entendu parler du paradoxe de Fermi? Ce paradoxe cache une série de questions que le physicien italien Enrico Fermi s'est posé en 1950, alors qu'il débattait avec ses amis de la possibilité d'une vie extraterrestre. Pourquoi l'humanité n'a trouvé à présent aucune trace de civilisation extraterrestre alors que le Soleil est loin d'être l'étoile la plus vieille de notre galaxie? D'autres civilisations ont forcément vécu et se sont éteintes en étant plus avancées technologiquement que nous. Il devrait rester des traces de ces civilisations, visibles depuis la Terre, comme des ondes radio. Les scientifiques ont bien prouvé que l'humanité était détectable à travers tout notre système solaire. Alors, où sont les extraterrestres ou leurs représentants? Il y a plusieurs réponses à ce paradoxe. Soit la probabilité d'apparition d'une civilisation technologiquement très avancée est très faible, soit les extraterrestres existent, mais ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas communiquer avec nous. Ou alors, la vie existe bien ailleurs, mais elle est indétectable. On pourrait imaginer par exemple qu'elle existe au fond d'un océan protégé par une couche de glace. La dernière explication va te donner le vertige. Il se peut que les extraterrestres existent bien et nous rendent visite, ou au moins nous envoient des signaux, mais que l'on ne soit pas encore assez avancé technologiquement pour les déceler. Avant de partir explorer notre galaxie et une partie de notre univers en quête des traces de vie extraterrestre, je vais te parler de quelques objets interstellaires étranges découverts par la communauté scientifique ces dernières années et que l'on a souvent attribués aux extraterrestres. En 2017, Oumuamua a été le premier objet observé dans notre système solaire qui proviendrait d'ailleurs. Cet objet étrange a été repéré le 19 octobre 2017 par le télescope de l'observatoire Haleakala à Hawaï, alors qu'il passait à toute vitesse à travers le système solaire à 90 000 km/h, relativement près de la Terre. Il a été baptisé Oumuamua, ce qui signifie en hawaïen éclaireur ou messager. Certains astronomes disent qu'il s'agit d'une comète, d'autres pensent que c'est un astéroïde. Mais Avi Loeb, un astrophysicien de Harvard, affirme qu'Oumuamua n'est ni l'un ni l'autre.
mais il est plutôt le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre. D'après cet astrophysicien, Oumuamua est un véhicule extraterrestre qui a été propulsé par une voile solaire de la direction de l'étoile Vega. Oumuamua présente une forme de cigare allongé ou d'un disque 10 fois plus long que large, ce qui ressemble vaguement à un vaisseau spatial tel qu'on se l'imagine plutôt qu'à un astéroïde. Effectivement, les objets spatiaux connus les plus allongés sont seulement 3 fois plus longs que larges. Mais ce n'est pas tout. Le plus étrange, c'est que dès qu'il a été repéré, ce curieux objet a effectué un virage en épingle et s'était lancé vers une autre direction en accélérant alors qu'il avait déjà frôlé notre Soleil. Cette mystérieuse accélération est difficile à expliquer pour les astronomes, car elle ne correspond pas au comportement d'une comète ou d'un astéroïde ordinaire. L'hypothèse de la comète n'est d'ailleurs pas convaincante pour de nombreux scientifiques, car la plupart des comètes ont une queue. Autrement dit, elle laisse derrière elle une traînée brillante lorsqu'elle se rapproche du Soleil, se réchauffe et libère des gaz et des poussières gelées. Mais Oumuamua ne présentait pas cette particularité alors que sa trajectoire l'a amené au cœur de notre système solaire, très proche de notre Soleil. À mesure qu'il s'est rapproché du Soleil, il a progressivement accéléré pour atteindre 87 km par seconde au plus près du Soleil. Il était alors à 60 fois la distance Terre-Lune. Or, si les comètes accélèrent lorsqu'elles s'éloignent du Soleil, c'est justement grâce à cette queue qui les propulse à la manière d'un moteur d'une fusée. Une hypothèse a émergé suite à ces observations. Oumuamua pourrait être un iceberg d'hydrogène, c'est-à-dire un morceau d'hydrogène géant entièrement gelé. Sa queue n'aurait alors pas été visible depuis la Terre. Mais l'équipe de Loeb affirme qu'un objet de cette taille n'aurait pu rester assez froid sur des centaines de millions d'années, le temps qu'il lui aurait fallu pour venir jusqu'à nous depuis la région de l'espace où ce type d'objet se forme. Le point de congélation de l'hydrogène est seulement un peu plus élevé que la température ambiante de l'univers. Oumuamua n'aurait pas résisté à la chaleur des étoiles. La théorie de Loeb, pour expliquer cette brusque accélération, est l'effet de voile solaire. La réflexion de la lumière du Soleil sur la surface de l'objet aurait créé une poussée comme le vent poussant un bateau avec sa voile. Loeb explique que, comme la nature ne fabrique pas de voile, il y a de grandes chances pour que cet objet soit de nature artificielle et donc extraterrestre. En septembre 2020, un autre objet a reçu une poussée similaire de notre étoile et tout aussi mystérieuse. 2020 SO. Il s'agit d'un booster de fusée de la mission Surveyor 2, lancé en 1966, qui avait perdu le contact avec la Terre et a depuis dérivé dans l'espace. Comme Oumuamua, cet objet d'origine artificielle avait une surface plate et réfléchissante, qui pourrait, en repoussant la lumière, le propulser en avant. Pour autant, nous ne sommes pas encore sûrs qu'il s'agisse bel et bien d'un vaisseau spatial extraterrestre. Des scientifiques se sont penchés sur l'hypothèse de la glace d'azote, qui aurait le même degré de brillance qu'Oumuamua et pourrait donc fournir la poussée nécessaire pour expliquer l'accélération de l'objet étrange. Oumuamua pourrait donc être un morceau de glace d'azote qui a été arraché d'une exoplanète semblable à Pluton il y a environ un demi-milliard d'années. L'azote aurait pu, comme l'hydrogène, produire une queue invisible qui aurait propulsé Oumuamua en avant en une seule accélération. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Décidément, Loeb a réponse à tout. L'astrophysicien dément cette hypothèse en avançant qu'il est peu probable que l'exoplanète dont proviendrait le bloc d'azote soit assez grande pour qu'on puisse en trouver un fragment de cette taille. Pour reprendre le modèle de Pluton,
Sa couche superficielle ne représente que quelques pourcents de sa taille. Pour autant, même si la probabilité reste faible, cela reste possible. Nous ne savons pas de quoi sont faites les galaxies lointaines. Les scientifiques tentent à privilégier cette hypothèse qui pourrait, en prime, nous donner un aperçu de ce que recèle l'univers lointain que nous ne pourrons jamais observer du vivant de notre civilisation. Les astronomes ont aussi contesté l'hypothèse de la voile solaire avancée par Loeb. S'il s'agissait réellement d'une voile solaire conçue par des extraterrestres pour se déplacer dans l'espace, elle ne serait que très peu efficace, car elle ne réfléchit que 10% de la lumière. Pour mieux comprendre le principe de la voile solaire, faisons une petite parenthèse. Une analogie à la voile solaire peut être un voilier. La lumière, exerçant une force sur les miroirs, s'apparente à une voile soufflée par le vent. Les faisceaux laser à haute énergie pourraient être utilisés comme source de lumière alternative pour exercer une force beaucoup plus grande que ce qui serait possible en utilisant la lumière du soleil, un concept connu sous le nom de voile de faisceau. Mais revenons-en à notre voile solaire s'alimentant uniquement avec notre soleil. La lumière est composée de photons. Même s'ils n'ont pas de masse au repos, ils ont un élan lorsqu'ils se déplacent et un bel élan, puisqu'ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Lorsqu'ils se reflètent sur une surface, comme un miroir ou un morceau de métal brillant, ils transmettent une partie de cet élan à cette surface. Cet effet est négligeable ici sur Terre, mais dans l'espace, avec des forces parfaitement équilibrées, cet élan supplémentaire peut vraiment s'additionner. Par exemple, un vaisseau spatial volant vers Mars est dévié de sa trajectoire de plusieurs milliers de kilomètres à cause de la légère pression du Soleil. Si les planificateurs de mission ne compensent pas cette dérive, leur vaisseau spatial manquera la planète, ou pire encore, s'écrasera dessus. Même si la quantité totale de pression par mètre carré sur une voile solaire est minuscule, elle est émise constamment du Soleil, et cerise sur le gâteau, c'est totalement gratuit. Et le carburant que vous n'avez pas à transporter avec vous rend votre navette beaucoup moins lourde. Les voiles solaires offrent donc la possibilité de réaliser des vols spatiaux à faible coût, combinés à de longues durées de vie. Comme elles ont peu de pièces mobiles et n'utilisent pas de propulseurs, elles peuvent potentiellement être utilisées de nombreuses fois pour la livraison de charges utiles par exemple. Pour vous donner une idée, prenons la force totale exercée sur une voile solaire de 800 par 800 mètres. Cette force est d'environ 5 newtons à la distance de la Terre du Soleil. Ce qui en fait un système de propulsion à faible poussée, car la quantité d'accélération est très faible, mais c'est une pression constante du Soleil, et elle peut s'accumuler sur une longue période de temps. Notre voile solaire de 800 par 800 pourrait recevoir une accélération de 1 mm par seconde, mais de manière exponentielle. Ainsi, dans la première seconde, la voile parcourt 1 mm, puis 2 dans la seconde suivante, etc. Vous l'aurez deviné, plus la voile est grande, plus la vitesse d'accélération sera élevée. Au cours d'une année, ce vaisseau spatial pourrait aller à 30 km par seconde. Juste à titre de comparaison, la sonde Voyager 1 de la NASA ne va qu'à environ 17 km par seconde. Ainsi, sans vitesse de départ avec une charge de 2 tonnes, un tel vaisseau mettrait 400 jours pour arriver vers Mars. 2 années pour arriver vers Jupiter. Un peu plus de 3 années pour arriver dans le système de Saturne. 6 années pour approcher Uranus et enfin 9 années pour arriver au niveau de Neptune. Avec des systèmes de propulsion classiques et une fenêtre de lancement précise pour obtenir l'impulsion gravitationnelle de Jupiter ou de Saturne, une mission similaire prendrait environ 13 ans pour arriver vers Neptune.
Mais ces avantages présentent également leur lot d'inconvénients. Les voiles solaires dépendent des propriétés de leurs étoiles hôtes. Les voiles solaires sont donc inefficaces lorsqu'il s'agit d'étoiles de type M, c'est-à-dire de naines rouges, car la pression de rayonnement n'est pas suffisamment élevée pour générer une vitesse suffisante pour s'échapper du système stellaire. Il s'agit d'un problème puisque les naines de type M ultra froides et de faible masse représentent la grande majorité des étoiles de l'univers, représentant 75% des étoiles de la Voie lactée par exemple. Les naines rouges ont également une durée de vie incroyablement longue par rapport aux autres classes d'étoiles et peuvent rester dans leur séquence principale jusqu'à 10 000 milliards d'années. Par conséquent, un système de propulsion pouvant s'adapter aux naines rouges serait préférable. Une alternative à la voile solaire serait la voile électrique. Ainsi, à la place d'une voile classique, ici, la voile électrique générerait un champ magnétique via une voile de petits fils qui repousserait le vent solaire. La différence ? Les voiles électriques reposent sur le transfert d'impulsion des particules chargées du vent solaire, stellaire, les protons dans notre exemple, en les déviant via des champs électriques, tandis que les voiles solaires reposent sur le transfert d'impulsion des photons émis par l'étoile. Ainsi, le vent de l'étoile entraîne des voiles électriques, tandis que le rayonnement électromagnétique émis par l'étoile entraîne des voiles solaires. Un vaisseau spatial associé à une voile électrique représente un meilleur moyen de propulsion à proximité de la plupart des types d'étoiles, et pas seulement pour les vaisseaux spatiaux à l'échelle du gramme. Mais il faudrait beaucoup plus de temps à un vaisseau spatial à voile électrique pour atteindre des vitesses qui rendraient les voyages interstellaires pratiques. Si l'on considère des voiles solaires alimentées par des réseaux laser, il est alors possible d'atteindre directement des vitesses de 10% de la vitesse de la lumière via des voiles légères, là où, en revanche, les voiles électriques propulsées par des vents stellaires atteignent des vitesses de seulement 0,1% de la vitesse de la lumière. Alors qu'une voile électrique pourrait éventuellement atteindre 10% de la vitesse de la lumière en se rapprochant à plusieurs reprises de différentes étoiles, il faudrait plus de 10 000 rencontres d'étoiles pour atteindre une telle vitesse, ce qui prendrait au moins 1 million d'années. Alors qu'1 million d'années n'est qu'un clin d'œil en termes cosmiques, à l'échelle d'une civilisation comme la nôtre, c'est très long. En tant qu'espèce, l'humanité n'existe que depuis environ 200 000 ans et n'enregistre son histoire que depuis environ 6 000 ans. Mais nous ne sommes une civilisation spatiale que depuis 60 ans. Cependant, une voile capable d'être accélérée par des lasers reste le moyen le plus pratique d'explorer les premières exoplanètes de notre vivant. Des extraterrestres suffisamment avancés technologiquement auraient quand même fait un choix de propulsion bien plus efficace. Quelle que soit l'explication de cet étrange objet interstellaire, les astronomes ne se sont pas encore mis d'accord sur l'hypothèse la plus plausible. Et ce qui complique encore plus les conclusions, c'est que la plupart des caractéristiques étranges d'Oumuamua ont été déduites via des modèles, puisque nous n'avons pas pu observer cet objet en détail. Le 30 août 2019, un ingénieur et astronome amateur du nom de Gennady Borisov a observé, depuis son observatoire personnel en Crimée, un objet se déplaçant dans le ciel dans une direction différente de celle de comètes de la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire. Une observation inhabituelle. L'objet a été identifié comme une comète solitaire, c'est-à-dire qu'elle se déplace dans l'espace sans être liée à une étoile. Ce fut la première comète interstellaire jamais découverte, alors tu t'en doutes bien, des hypothèses liées aux extraterrestres ont fusé pour expliquer ce nouveau phénomène. Mais il a été rapidement établi que Borisov est en fait une comète plutôt commune, bien que solitaire. Elle serait composée d'un mélange boueux d'eau,
de poussière et de monoxyde de carbone, et elle a une queue visible, contrairement à Oumuamua. L'une des hypothèses avance que cette comète aurait été arrachée à un ancien système solaire centré sur une naine rouge, qui pourrait être l'étoile Ross 573, qui est aujourd'hui une naine blanche. Cette étoile est située à 65 années-lumière du Soleil. La comète Borisov aurait donc été propulsée jusqu'à notre système solaire après une violente collision il y a 900 000 ans. Mais les astronomes ne sont pas totalement convaincus par cette hypothèse, et le mystère reste entier. Elle voyage depuis bien trop longtemps pour qu'on puisse la rattacher à un système stellaire spécifique. En tout cas, plus personne dans la communauté scientifique ne pense que cette comète soit un objet extraterrestre, contrairement à Oumuamua. Le 8 janvier 2014 à 17h, un mystérieux objet venu de l'espace est tombé dans le Pacifique. Mais la communauté scientifique manque encore de données pour pouvoir trouver une explication. Cet objet, qui a été baptisé CNEOS 2014-0108, s'est écrasé en plein océan Pacifique à 200 km des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fait étonnant, il ne mesure que 45 cm de large. Il serait arrivé sur Terre à une vitesse très élevée de 216 000 km/h en suivant une trajectoire hyperbolique, ce qui prouve qu'il est d'origine interstellaire. Ce serait donc, si tu as bien suivi, le premier objet d'origine interstellaire à avoir été repéré depuis la Terre avant Oumuamua ou la comète Borisov. Tu te demandes certainement pourquoi personne ne s'est demandé d'où venait cet objet et s'il s'agissait d'un objet extraterrestre, alors qu'Oumuamua a fait l'objet de nombreuses recherches depuis 2017. Tout simplement parce que les données identifiant cet objet proviennent de satellites espions du département américain de la défense, l'US Space Command. Ce sont donc des données secrètes qui n'ont que récemment été déclassifiées. La zone dans laquelle s'est écrasé cet objet étrange est notamment utilisée par l'armée américaine pour surveiller d'éventuelles explosions nucléaires. Il se pourrait qu'il s'agisse d'une météorite, ce qui ne serait pas si étonnant car elles sont plutôt fréquentes sur Terre. Mais ce qui la rend plus insolite que les autres, c'est qu'elle provient d'un autre système solaire que le nôtre. Lorsqu'elle s'est écrasée dans l'océan, cette météorite avait une vitesse héliocentrique estimée d'environ 60 km/s, ce qui est plutôt élevé et exclut l'hypothèse qu'elle ait été déviée par gravitation dans notre système solaire. Pour l'heure, certains ont lancé des recherches pour retrouver ces morceaux de météorites dans l'océan Pacifique. L'objectif est d'analyser la composition de l'objet afin de vérifier s'il est naturel ou artificiel. Attache ta ceinture. Nous allons maintenant partir explorer notre système solaire à la recherche de traces d'une vie extraterrestre qui aurait existé il y a plusieurs millions d'années ou même qui existerait toujours. Nous commençons cette exploration de notre système solaire avec Vénus. Après Mercure, c'est la deuxième planète de notre système solaire la plus proche du Soleil. Mais contrairement à Mercure, Vénus est plus chaude. C'est pourquoi on la décrit souvent comme l'enfer. Les températures peuvent atteindre les 500 degrés Celsius. Il est donc impossible de trouver sur Vénus de l'eau liquide, pas plus que des molécules organiques qui seraient détruites par la chaleur. En plus, Vénus est entourée de nuages jaunes pâles composés principalement de minuscules gouttelettes d'acide sulfurique qui, comme les pluies terrestres, tombent à la surface de la planète. Problème. L'acide sulfurique est destructeur pour toute forme de vie. En plus de ça, la pression à la surface de la planète est 92 fois plus élevée que celle de la surface de la Terre et l'atmosphère de Vénus est composée à 96% de dioxyde de carbone. Tu vas me dire qu'il faut faire demi-tour.
on ne trouvera jamais de traces de vie sur une telle planète. Mais les astronomes ne sont pas aussi catégoriques. Une équipe de scientifiques anglo-américains a repéré, en scrutant le ciel de Vénus au moyen de 2 radiotélescopes, la présence d'un gaz dans son épais manteau de nuages, la phosphine. Ce gaz est un composé chimique que l'on retrouve sur Terre. C'est un gaz mortel. On l'utilise d'ailleurs pour préparer des poisons dans le domaine des armes ou des pesticides. Mais c'est aussi, paradoxalement, un indice fiable de l'existence de formes de vie. Vénus pourrait donc, hypothétiquement, abriter des formes de vie. Cette étude est encore très récente, puisque ses conclusions ont été publiées en 2020 dans la revue Nature Astronomy. La NASA a jugé cette annonce importante, mais les astronomes restent prudents et demandent de nouvelles observations, avec notamment l'envoi d'une sonde sur Vénus. Ce serait une première, puisque jusqu'à présent, notre quête de la vie extraterrestre s'est toujours concentrée sur Mars. La haute atmosphère de Vénus offre des températures plus douces, suffisamment basses pour que des gouttelettes d'eau se forment. Potentiellement, la vie pourrait s'y développer, contrairement à la surface de la planète. Les conditions de pression et de température de la troposphère, à environ 55 km de la surface de Vénus, sont ainsi similaires à celles que l'on trouve sur Terre. Cependant, la composition de l'air reste différente, car il est majoritairement composé de dioxyde de carbone. Il ne peut pas y avoir de forme de vie similaire aux nôtres dans l'atmosphère de Vénus. Mais il est tout à fait probable que d'autres formes de vie s'y soient développées. D'ailleurs, des études ont trouvé la présence de sulfure de carbonyle dans l'atmosphère de Vénus, un gaz qui ne se produit que très difficilement de manière inorganique. Cela pourrait être une preuve indirecte de l'existence de micro-organismes vivants dans l'atmosphère de la planète. Mais la vie dans l'atmosphère de Vénus peut aussi provenir de la Terre. Et oui, les planètes de notre système solaire ont pu échanger des matériaux par le passé. Imagine qu'une météorite ait frappé la Terre, projetant des matériaux de la Terre dans l'espace, et que ces roches se sont heurtées ensuite à Vénus en croisant son orbite. Les roches de la Terre auraient pu contenir une vie microbienne qui, à l'instar des bactéries résistantes à l'acide sur Terre, s'est développée et adaptée aux conditions de l'atmosphère de Vénus. Il est aussi probable qu'avant que Vénus devienne un enfer, elle ait, elle aussi, comme la Terre, abrité la vie. On dit souvent que Vénus et la Terre sont sœurs jumelles. Elles ont le même âge, environ 4,5 milliards d'années, et elles sont similaires en taille et en masse. Les modèles montrent que la surface de Vénus primitive était très similaire à celle de la Terre primitive, avec des lacs, des océans et des conditions clémentes. La vie aurait pu ainsi se former à la surface de la planète il y a plusieurs milliards d'années, avant que Vénus ne devienne un enfer. Les astronomes pensent que l'environnement de Vénus était parfaitement habitable pendant 2 à 3 milliards d'années après sa formation, période pendant laquelle les températures ont pu être stables entre 20 et 50 degrés Celsius. La vie aurait largement eu le temps d'y émerger. 3 milliards d'années, c'est suffisant pour faire émerger une civilisation intelligente, comme on le voit avec l'exemple de la Terre. Les plus anciennes traces de vie sur Terre remontent seulement à 3,8 milliards d'années. Mais alors, comment Vénus, de planète habitable semblable à la Terre, a-t-elle pu devenir un tel enfer ? On estime qu'il y a 4,2 milliards d'années, donc peu après la formation de la planète, celle-ci aurait connu une période de refroidissement rapide pendant lequel des roches silicatées ont absorbé le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et l'ont enfermé dans la croûte de la planète. Il y a 715 millions d'années, l'atmosphère de Vénus était encore semblable à la nôtre, avec une dominance d'azote et des traces de dioxyde de carbone et de méthane. Ces conditions seraient restées stables s'il n'y avait pas eu de dégazage volcanique massif.
Un épisode d'activité volcanique intense aurait causé la libération d'une grande quantité de dioxyde de carbone emprisonné dans les roches de la planète, dans l'atmosphère de Vénus, provoquant une extinction massive, si toutefois il y avait de la vie sur Vénus à cette époque. Tout cela n'est qu'une hypothèse, basée sur ce que l'on connaît, car la Terre a connu un événement similaire il y a 250 millions d'années. Cet épisode que l'on appelle la crise du Permien a marqué la plus grande extinction de masse sur Terre depuis sa formation, anéantissant 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Cette extinction sans précédent aurait été causée par une intense activité volcanique des trappes de Sibérie, provoquant une émission massive de CO2. La libération de ce gaz en grande quantité dans l'atmosphère aurait conduit non seulement à un réchauffement massif, mais aussi à une très forte diminution du taux d'oxygène dans les océans. Nous quittons Vénus en direction de Mars, la planète rouge. La recherche de vie extraterrestre dans notre système solaire s'est pour l'instant principalement concentrée sur Mars, car cette planète voisine à la nôtre présente quelques similitudes avec la Terre. Premièrement, une journée sur Mars dure l'équivalent de 24 heures et 37 minutes sur Terre. En plus, l'axe de rotation a une inclinaison similaire. Le rythme des saisons est donc proche, même si l'année martienne fait environ 2 années terriennes. Dès le milieu du 19e siècle, on s'est donc intéressé à la possibilité de l'existence de la vie sur Mars, surtout que les observations laissaient voir des zones sombres qui pouvaient correspondre à des océans et des zones plus claires qui pouvaient être des continents. En 1884, les analyses spectrologiques de Mars ont montré que la planète rouge ne contient ni oxygène ni eau. En 1965, la sonde américaine Mariner 4 a été la première à survoler et à photographier Mars. Ces images ont montré que Mars est recouverte de cratères et qu'on n'y trouve pas de lacs ou d'océans. D'autres mesures ont montré que l'eau ne peut exister sous forme liquide sur Mars, notamment en raison de la pression d'environ 6 hectopascales contre 1013 sur Terre. Enfin, la sonde Mariner 4 a aussi démenti l'existence de vie sur cette planète, puisqu'elle n'est pas protégée par une magnétosphère comme la Terre. Elle est donc atteinte par les rayons cosmiques de l'univers, hostiles à la vie. Après ces découvertes, les astronomes se sont attelés à chercher l'existence de micro-organismes vivants dans le sol de Mars, sans jamais pouvoir la prouver de manière irréfutable. Les expériences de la sonde Viking dans les années 70 n'ont pas été concluantes. Les explorations plus récentes visent à répondre à une question que l'on se pose tous. Est-ce qu'il y a de l'eau sous forme liquide sur Mars? Ou plutôt, est-ce qu'il y a eu dans le passé des lacs et des océans sur Mars comme sur la Terre? Les scientifiques ont trouvé sur Mars un minéral qui ne se forme qu'en présence d'eau, l'hématite. Mais cela ne prouve pas que la planète a bel et bien abrité de l'eau liquide par le passé. En juin 2000, on a découvert des ravines d'eau liquide à grande profondeur, près du noyau de la planète. Mais ces ravines peuvent être dues à d'autres phénomènes. Le même type de coulée a été découvert sur la Lune en 2006, qui n'a, elle, jamais eu d'eau liquide à sa surface. Heureusement, ces tâtonnements ont fini par payer. Le 12 août 2005, la station spatiale MRO a été lancée en orbite autour de Mars dans le cadre de la mission spatiale de la NASA, Mars Reconnaissance Orbiter. Cette mission, en plus des explorations des rovers Curiosity, Perseverance et Zhurong, qui arpentent la planète rouge et analysent son sol, ont permis de faire des découvertes intéressantes. On trouve bien sur Mars des traces d'anciens lacs et rivières, marqués par la présence de dépôts sédimentaires comme les argiles et le grès. Les argiles, que l'on trouve aussi dans la croûte terrestre, sont une preuve irréfutable de la présence d'eau dans le passé sur Mars, car ils se déposent dans des environnements aqueux qui restent stables pendant de longues périodes. Ces découvertes ont permis aux scientifiques
d'estimer qu'il y a bien eu de l'eau liquide sur Mars il y a 3,8 milliards d'années et jusqu'à il y a 2,5 milliards d'années environ. D'autres études avancent que de l'eau liquide aurait coulé dans le bassin de Ladon durant environ 1,3 milliard d'années, une période suffisamment longue pour permettre le développement de la vie. Des données récentes du rover chinois Zhurong supposent même que dans certaines régions de Mars, de l'eau coulait encore sur la planète il y a 700 millions d'années seulement. Mieux encore, les observations récentes publiées dans la revue Nature Geoscience ont mis en évidence des coulées d'eau le long de cratères à la surface même de Mars, près de l'équateur. Cette eau apparaîtrait de manière saisonnière. Elle se traduit par des lignes sombres qui apparaissent et disparaissent dans les saisons chaudes, appelées lignes de pente récurrentes. On ne sait pas pour le moment d'où provient cette eau, ni quelle est sa composition. Elle pourrait tout aussi bien venir de la fonte des glaces au sous-sol de Mars, d'un aquifère ou de l'atmosphère de la planète rouge. On ne sait pas actuellement s'il y a de la vie sur Mars, mais au vu des récentes découvertes, les espoirs restent permis. Après tout, il n'y fait pas aussi froid qu'on l'a longtemps cru. La température à l'équateur de Mars peut atteindre en moyenne les 20 degrés Celsius. Nous continuons notre voyage au cœur de notre système solaire en direction de Jupiter, la planète qui se trouve juste après Mars. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire et le deuxième plus grand corps céleste après le Soleil. L'une des particularités de cette planète, ce sont les lunes qui gravitent autour. Les astronomes en ont dénombré pas moins de 79. Et encore, il se peut qu'on en découvre d'autres dans le futur. 12 lunes ont été découvertes seulement récemment, car Jupiter est tellement brillante qu'elle obscurcit les plus petites. Les 4 lunes principales de Jupiter, appelées les lunes galiléennes, sont nommées Ganymède, Europe, Callisto et Io. Pour la petite histoire, ce sont les noms des amants du dieu grec Zeus, correspondant à Jupiter dans la mythologie romaine. La lune Europe est celle qui intrigue le plus les scientifiques. Avec son diamètre de 3122 km, c'est le plus petit satellite galiléen et elle est recouverte de glace incandescente sur 100 km d'épaisseur. Son rayon orbital est de 671 100 km et elle effectue un tour complet autour de Jupiter en 3,5 jours. Pourtant, c'est une candidate sérieuse dans la recherche de la vie dans notre galaxie. Les scientifiques pensent qu'elle abrite un vaste océan d'eau salée interne qui contiendrait 2 à 3 fois plus d'eau que la Terre et que la vie aquatique y est possible grâce à la chaleur du noyau de nickel et fer. Cette supposition a d'ailleurs été confirmée par la NASA en 2016, malgré le manque de preuves scientifiques. En plus, son atmosphère est composée d'oxygène. Ce dernier n'a pas une origine biologique, car il provient de la vapeur d'eau générée par l'interaction entre la lumière et la surface glacée. La lune Europe aurait, selon les scientifiques, des caractéristiques similaires au Groenland. La couche de glace de la surface serait ainsi un véritable système dynamique qui permet les échanges de nutriments avec l'extérieur et donc le développement de la vie. Des scientifiques ont pu faire un parallèle entre les doubles crêtes qui se trouvent sur toute la surface d'Europe et celles qui étaient découvertes dans le nord-ouest du Groenland. La lune Europe est hors de la zone d'habitabilité définie par les astronomes dans notre système solaire, mais elle a quand même une forte probabilité d'abriter la vie. La NASA et l'ESA ont d'ores et déjà mis au point des projets de mission spatiale qui auront pour objectif de vérifier ou non la présence de poches d'eau sous les doubles crêtes, comme dans le Groenland.
Nous continuons notre voyage vers la planète suivante en s'éloignant du Soleil, Saturne. Après Jupiter, c'est la deuxième plus grosse planète du système solaire. Tu la reconnais à ses impressionnants anneaux épais. D'après les astronomes, ces anneaux de glace se sont formés après que l'une de ses premières lunes est entrée en collision avec la planète. On estime que Saturne possède près de 200 lunes, même si 83 ont réellement été observées. Comme tu peux le voir, leurs tailles sont très variées. Certaines lunes font moins d'1 kilomètre de diamètre, alors que Titan, la plus grande lune de Saturne, est 6% plus grande que la planète Mercure, avec 5150 km de diamètre. Aussi appelée Saturne 6, Titan représente à elle seule 96% de toute la matière orbitant autour de Saturne. C'est le deuxième satellite le plus grand de notre système solaire, après Ganymède, qui est le plus grand satellite de Jupiter. Titan a été d'ailleurs la première lune observée autour de Saturne en 1655. C'est le seul satellite à posséder une atmosphère dense et épaisse, composée à 98,4% de diazote et à 1,6% de méthane et d'éthane, qui a d'ailleurs posé bien des problèmes aux scientifiques pour observer la surface de cette lune. Elle est composée principalement de roches et d'eau gelée, mais on a également découvert en 2004 des lacs d'hydrocarbures liquides dans ces régions polaires. On y trouve même des dunes et des côtes comme sur Terre, qui ont pu se former grâce au climat de Titan, avec du vent et des pluies de méthane. Parce qu'on y trouve des liquides à la surface et sous la surface, et une atmosphère épaisse composée de diazote, les scientifiques pensent que Titan ressemble beaucoup à la Terre primitive, mais en plus froide. Ainsi, Titan pourrait abriter une vie microbienne, que ce soit à la surface de la planète ou sous la surface, dans un océan interne, comme la lune de Jupiter, Europe. Cette vie pourrait prendre la forme de microbes et d'extrémophiles dans l'océan intérieur, ou pourrait prendre la forme encore plus extrême de formes de vie méthanogènes. Comme cela a été suggéré, la vie pourrait exister dans les lacs de méthane liquide de Titan, tout comme les organismes sur Terre vivent dans l'eau. De tels organismes inhaleraient du dihydrogène H2 au lieu de l'oxygène gazeux O2, le métaboliseraient avec de l'acétylène au lieu du glucose, puis expireraient du méthane au lieu du dioxyde de carbone. Une autre lune de Saturne a éveillé la curiosité des astronomes à la recherche d'une vie extraterrestre dans notre système solaire, Encelade. Cette lune, qui a été découverte en 1789, est le 6e satellite de Saturne en termes de taille. La sonde Cassini, arrivée en orbite saturnienne en 2004, a détecté des caractéristiques étonnantes de cette lune qui pourraient vouloir dire qu'elle abrite la vie. Encelade est recouverte de glace, comme Europe. Comme la lune de Jupiter, elle abrite un océan interne d'eau liquide. Les scientifiques ont découvert cette caractéristique de la lune saturnienne grâce à l'observation d'étranges geysers. Les analyses ont révélé qu'ils sont fortement concentrés en dihydrogène H2 et en dioxyde de carbone, CO2, mais aussi en méthane, CH4, en grande quantité. Les scientifiques, même en s'appuyant sur des modèles, ont du mal à expliquer pourquoi on trouve autant de méthane dans les geysers d'Encelade. Une production de méthane abiotique, c'est-à-dire sans intervention du vivant, n'atteindrait pas de telles concentrations. À moins qu'il se produise, comme sur Terre, un phénomène de méthanogénèse où des microbes utilisent le dihydrogène comme source d'énergie pour produire du méthane à partir du CO2. Cela voudrait-il dire qu'il y a bel et bien des organismes microbiens vivants sur Encelade ? Ou le méthane est-il produit par des processus chimiques que l'on ne connaît pas encore ? Pour le moment, les scientifiques n'ont pas de réponse à ces questions, mais des missions sont en préparation pour en avoir le cœur net. Surtout qu'il faudra attendre 2050 pour connaître des conditions plus favorables au pôle sud de la Lune
sujet aux éruptions. Uranus, la 7e planète du système solaire, n'a pas beaucoup intéressé les scientifiques jusqu'à présent. Si elle a été visitée par la sonde Voyager 2 en 1986, très peu de missions ont été menées depuis par la NASA pour comprendre cette géante de glace. Et pourtant, la NASA prévoit le lancement d'une sonde vers Uranus dès 2031. Il y a en effet beaucoup à comprendre. Uranus est composé principalement d'eau, d'ammoniac et de méthane sous forme solide. Elle est bien entourée puisque ses 13 anneaux et 27 lunes orbitent autour d'elle. Son champ magnétique est étrange car il est décentré. Il est décalé par rapport à l'axe polaire et incliné à 59 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Uranus est donc couché sur son orbite. Ses pôles sont là où la Terre a son équateur. Autre caractéristique d'Uranus, ses températures glaciales. Ce n'est pas la planète de notre système solaire la plus éloignée du Soleil. Ce titre revient à Neptune. Mais c'est bel et bien la plus froide. Ces températures descendent jusqu'à moins 224 degrés Celsius. Et si Uranus est si froide, c'est parce qu'elle ne crée pas de chaleur interne. Sa température à cœur est de 4727 degrés Celsius, soit seulement 1/5 de la température du cœur de Jupiter. D'autres phénomènes étranges ont été observés sur Uranus. Des aurores rayonnantes, des nuages brillants, des vents violents, les plus puissants du système solaire après ceux de Neptune. Même si Uranus intrigue les scientifiques, il est très peu probable d'y trouver une forme de vie extraterrestre. En revanche, ces lunes, qui, comme Europe ou Encelade, pourraient peut-être abriter des océans internes. Continuons notre voyage en direction de Neptune, la 8e planète du système solaire. C'est aussi la planète la plus dense. Elle a été découverte au début du 19e siècle par déduction, avant d'être observée par l'astronome français Alexis Bouvard, qui avait remarqué des perturbations gravitationnelles inexpliquées sur l'orbite d'Uranus. Neptune est, comme Uranus, une géante de glace. Son atmosphère est composée principalement d'hydrogène et d'hélium, avec des traces d'hydrocarbures et des substances volatiles comme l'eau, l'ammoniac et le méthane. Son intérieur est composé de glace et de roches. Comme tu peux le voir, la planète Neptune est bleue. C'est le méthane qui absorbe la lumière dans les longueurs d'onde rougeâtres et fait apparaître Neptune en bleu. Mais cette couleur bleue, si caractéristique de Neptune, est proche du bleu-violet. Le méthane peut être le seul responsable de cette teinte. Avec le méthane seul, Neptune serait bleu-vert, comme Uranus. Par conséquent, d'autres éléments chimiques encore inconnus sont responsables de cette couleur caractéristique. La principale caractéristique de cette planète, c'est qu'elle est très active d'un point de vue météorologique. On peut observer les vents les plus forts du système solaire qui peuvent atteindre une vitesse de 2100 km/h. Mais elle est inhabitable d'après les astronomes puisque ses températures peuvent descendre jusqu'à moins 218 degrés Celsius. Les astronomes s'intéressent en revanche à Triton, la plus grande des 14 lunes de Neptune. Une mission devrait être lancée en 2026 pour déceler si Triton cache un océan interne comme les lunes de Jupiter et Saturne. Théoriquement, il serait possible que de l'eau liquide soit présente entre 20 et 140 km de profondeur. Si on trouve bel et bien des océans en intérieur sur Triton, ce serait une découverte intéressante pour les scientifiques, qui, en plus d'y chercher une vie aquatique, pourraient se servir des fumerolles observées sur cette lune pour expliquer la formation des océans internes dans notre système solaire. Nous quittons maintenant notre système solaire en quête de planètes qui pourraient accueillir la vie. Pendant des décennies, les recherches de vie extraterrestre
ont été limitées à notre système solaire. Mais dans les années 90, les astronomes ont découvert les exoplanètes, ces planètes qui gravitent autour d'étoiles autres que le Soleil. On estime que le nombre d'exoplanètes dans notre seule galaxie est d'au moins 100 milliards. On estime à 2000 milliards le nombre de galaxies présentes dans l'univers observable. Au-delà de cette frontière, l'univers s'étend encore. Cela veut dire que même si des planètes abritaient des extraterrestres, nos télescopes actuels comme Hubble et James Webb ne permettraient pas de les voir directement. Pour trouver parmi ces exoplanètes des candidates au développement de la vie, les astronomes vont donc rechercher des indices plutôt que des preuves directes. Pour trouver une planète pouvant potentiellement abriter la vie, ils se basent sur ce que l'on connaît. Ils recherchent avant tout une planète rocheuse et non gazeuse, avec de l'eau sous forme liquide à sa surface. Pourquoi de l'eau liquide forcément et pas gelée par exemple ? L'eau liquide permet aux molécules de se rencontrer plus facilement et d'interagir, ce qui est essentiel au développement de la vie telle qu'on la connaît. Et c'est exactement ce que l'on a fait sur Mars. Les scientifiques cherchent de l'eau liquide pour pouvoir affirmer que la vie y est possible. Pour que la planète abrite de l'eau sous forme liquide, elle doit donc répondre à 2 critères. Sa masse doit être proche de celle de la Terre. Si elle est trop massive, sa gravité va attirer tous les gaz aux alentours. On aura donc une planète gazeuse et non rocheuse, comme les plus grosses planètes de notre système solaire. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais à l'inverse, si elle n'est pas assez massive, elle aura une gravité trop faible pour retenir son atmosphère qui se perdra alors dans l'espace. Sans atmosphère, l'eau à la surface s'évapore instantanément. Il y a un deuxième critère à respecter pour que la planète abrite de l'eau sous forme liquide. La température de surface doit être modérée. Ni trop chaude, car cela causerait l'évaporation de l'eau, ni trop froide, car l'eau gèlerait. Les astronomes ont ainsi défini ce que l'on appelle la zone habitable. Elle correspond à la zone autour de l'étoile où l'eau sous forme liquide est possible. Les astronomes se posent maintenant une question cruciale. Où chercher une telle planète dans l'immensité du cosmos, autour de quel type d'étoile ? C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et surtout, s'il existe une planète qui réunit toutes les conditions très loin de nous, comment la détecter ? Pour détecter une exoplanète, 2 méthodes existent. On peut mesurer la luminosité qui provient d'une étoile. Lorsque l'exoplanète passe devant son étoile, on observe une mini-éclipse avec une baisse de la luminosité de l'étoile. Cette mini-éclipse trahit la présence de l'exoplanète, même si on ne la voit pas. On peut aussi s'intéresser au mouvement de l'étoile plutôt qu'à sa luminosité. Lorsqu'une planète gravite autour, sa gravité va produire un effet d'oscillation. Ces méthodes ont leurs limites. Si l'étoile est très grosse par rapport à l'exoplanète, on ne pourra pas forcément déceler de variations de luminosité ou de mouvement. Elle fonctionnerait très bien pour une configuration semblable à la Terre et au Soleil, puisque le Soleil fait 330 000 fois la masse de la Terre. Je te le rappelle, le Soleil n'est pas vraiment considéré comme une grosse étoile. Les astronomes préfèrent donc chercher des exoplanètes autour de naines oranges ou rouges qui sont plus petites. D'autant plus qu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Si on se base sur l'exemple de la Voie lactée, les naines rouges représentent 73% des étoiles et les naines oranges 13%, contre seulement 6% de naines jaunes comme le Soleil. Problème. Les naines oranges et rouges émettent beaucoup plus de rayons X qui sont dangereux pour la vie. Les naines oranges émettent 5 à 25 fois plus de radiation que notre Soleil et les naines rouges 80 à 1600 fois plus.
Tu comprends mieux maintenant pourquoi les astronomes n'ont pas encore trouvé de vie extraterrestre dans l'univers. L'idéal serait évidemment de pouvoir trouver une planète comme la Terre, qui gravite autour d'une étoile de la taille de notre Soleil. Peut-être que les nouvelles générations de télescopes nous permettront de résoudre ce casse-tête. Admettons que l'on aille trouver une planète qui réunisse toutes les conditions idéales pour abriter la vie. C'est une planète rocheuse qui gravite dans la zone habitable de son étoile, semblable à notre Soleil et qui a une masse proche de celle de la Terre. De l'eau liquide existe probablement à sa surface. Mais comment savoir si la vie y est présente? À défaut de pouvoir observer directement les extraterrestres, les scientifiques cherchent des indices indiquant une présence éventuelle d'une forme de vie. C'est ce qu'on appelle des biosignatures. Grâce à la spectroscopie, on peut rechercher des biosignatures dans l'atmosphère des exoplanètes, même si elles sont trop loin pour être observées de manière précise. Lorsque tu fais passer la lumière du Soleil à travers un prisme, tu peux voir le spectre de lumière blanche, ainsi que des sortes de raies noires que l'on appelle les raies d'absorption. Ces trous sont causés par les gaz que la lumière a traversés avant d'arriver jusqu'à nous. Comme chaque gaz possède ses propres traits d'absorption, on peut déduire en observant le spectre quel gaz a traversé le rayon de lumière avant de nous parvenir, et donc les gaz qui sont contenus dans l'atmosphère de la planète observée. On peut même, grâce à des calculs compliqués, estimer les proportions de ces gaz. Avec cette méthode, les scientifiques vont rechercher avant tout de l'oxygène, qui représente, je te le rappelle, 20% de l'atmosphère de la Terre. L'oxygène est libéré par les plantes, algues et bactéries via le processus de photosynthèse. Comme souvent, cette méthode a ses limites. De grandes quantités d'oxygène pourraient provenir d'un phénomène sans lien avec la vie, que nous ne pouvons tout simplement ni imaginer, ni expliquer avec nos connaissances actuelles. L'inverse est aussi vrai. Il se peut que des formes de vie existent, mais qu'elles ne soient pas similaires à ce que l'on connaît, et que l'oxygène ne soit pas pertinent pour les découvrir. Les scientifiques ne vont donc pas seulement chercher des traces biologiques, mais aussi des traces technologiques, qui pourraient être plus nombreuses que les biosignatures. On en revient à l'équation de Drake. Tu te souviens? Cette équation selon laquelle nous devrions tous trouver plus de preuves technologiques que biologiques des civilisations extraterrestres qui ne peuvent qu'exister dans l'immensité infinie de l'univers. Nous sommes maintenant à environ 475 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre. La planète que tu as devant toi est Kepler 438b. Cette planète a longtemps fasciné les astronomes car c'est l'exoplanète qui se rapproche le plus de la Terre jamais découverte à ce jour. Sur l'IST, c'est-à-dire l'indice de similarité avec la Terre utilisé par les astronomes, Kepler 438b a un score de 0,88, ce qui est un bon score, puisque plus l'indice est proche de 1, plus la planète est similaire à la Terre, et plus il est proche de 0, plus la planète en est éloignée. Toutefois, il est loin d'être suffisant pour déterminer si, oui ou non, une exoplanète est une bonne candidate pour se substituer à la Terre. Prenons l'exemple de Mars. La planète rouge semble aujourd'hui la plus propice au développement de la vie parmi toutes celles qui composent le système solaire. Son indice de similarité avec la Terre est de 0,815. C'est moins que celui de Vénus, dont l'indice est évalué à 0,979. Oui, Vénus ressemble davantage à la Terre que Mars selon cet outil. En revanche, son atmosphère épaisse est très riche en gaz à effet de serre. Ainsi, la température moyenne à la surface de l'étoile du Berger est de 460 degrés Celsius. Au regard de ces données, notre jumelle paraît bien plus hostile. Voilà pourquoi les chercheurs ne peuvent pas uniquement se baser sur l'IST pour sélectionner les planètes potentiellement habitables. Mais alors, qu'en est-il pour Kepler 438b ?
Kepler 438b réunit apparemment toutes les conditions qu'il faut pour le développement d'une vie extraterrestre. Elle est située dans la zone habitable de son étoile, ni trop proche ni trop éloignée. Elle pourrait donc contenir de l'eau sous forme liquide. Quant à la question de la masse, elle est 12 fois plus grosse que la Terre. Elle a plus de chances d'être tellurique, et non, comme Saturne et Jupiter, gazeuse. Malheureusement, une planète aussi parfaite, cela aurait été trop beau pour être vrai. Des études récentes ont soulevé quelques caractéristiques de Kepler 438b qui pourraient bien être des obstacles à la vie. Pour commencer, cette exoplanète fait le tour de son Soleil en seulement 35 jours, ce qui est très rapide. Et surtout, son étoile est une naine rouge, et non comme notre Soleil, une naine jaune. Kepler 438b reçoit donc 40% de radiation de plus que la Terre. Il y a encore autre chose. L'étoile de Kepler 438b est capable de puissantes éjections de masse coronale qui sont des bulles de plasma qui se forment à la surface d'une étoile et peuvent créer, en entrant en contact avec un champ magnétique, des orages magnétiques. Pour te donner une idée de la puissance de ce phénomène, il faut savoir qu'une éjection de masse coronale libère autant d'énergie que 100 milliards de mégatonnes de TNT. Si Kepler 438b n'a pas d'atmosphère, alors elle serait particulièrement vulnérable à ces éjections de masse coronale, ce qui en ferait un milieu hostile au développement d'une vie extraterrestre. Et de telles éjections se produiraient toutes les quelques centaines de jours. Ainsi, Kepler 438b pourrait n'être qu'un monde aride vide de toute forme de vie. Gliese 581c est une autre exoplanète qui pourrait bien accueillir une vie extraterrestre. Située à environ 20 années-lumière de la Terre, elle réunit les conditions qu'il faut. C'est une planète tellurique qui se trouve dans la zone habitable de son étoile, Gliese 581. En plus, son étoile est bien plus stable que la naine rouge autour de laquelle orbite Kepler 438b. Les astronomes ont en effet observé que les variations de luminosité de l'étoile de Gliese 581c restent minimes et ne produiraient donc pas de changement de température trop extrême. Les conditions pour l'apparition de la vie sont donc réunies, mais aussi les conditions nécessaires à son évolution. Mais les astronomes ont appris à ne pas se réjouir trop vite. L'étoile de Gliese 581c reste une naine rouge, et des éruptions violentes ne seraient pas impossibles. En plus, ce n'est pas parce que Gliese 581c possède des caractéristiques proches de la Terre qu'elle lui ressemble en tout point. Regarde Vénus, qui était la sœur jumelle de la Terre il y a quelques milliards d'années, et qui est son opposé maintenant. Mais en suivant les différentes analyses, Gliese 581c pourrait être une planète océan. Les astronomes restent prudents, car ils ont observé que Gliese 581c est en rotation synchrone avec son étoile, ce qui voudrait dire qu'elle présente toujours la même face à son étoile centrale. Cela signifie qu'une face, celle qui est exposée au Soleil, serait trop chaude pour le développement de la vie et que l'autre face serait trop froide. La vie pourrait-elle se développer au niveau du terminateur, cette ligne qui sépare les faces éclairées et non éclairées de la planète? Est-ce qu'une telle chose est tout simplement possible? En tout cas, la vie extraterrestre sur Gliese 581c serait bien différente de la vie sur Terre. Elle serait cantonnée à une petite bande seulement. Et comme l'étoile de Gliese 580c est une naine rouge, le ciel y serait rouge et les plantes noires pour absorber un maximum d'énergie. Alors, Gliese 580c abrite-t-elle une vie extraterrestre ou non? Pour en avoir le cœur net, les astronomes ont envoyé un signal radio à Gliese 581c le 9 octobre 2008. Il lui parviendra dans 20 ans, soit au printemps 2029. Et si les extraterrestres nous répondent avec un moyen de communication similaire, on recevra la réponse à l'automne 2049 seulement. Avec l'immensité de l'univers, il faut se montrer patient.
Maintenant que tu as vu les planètes qui, d'après les astronomes, sont les plus susceptibles d'abriter la vie, partons à la recherche des mystérieuses traces de vie extraterrestre que l'on a trouvées dans l'univers. Revenons d'abord au paradoxe de Fermi. Il devrait y avoir plusieurs milliers de civilisations extraterrestres, mais nous n'en avons pour l'instant vu aucun signe. L'univers est et reste silencieux. Comment cela est-il possible? Peut-être que nous avons vu des signes, mais que nous les avons interprétés comme des phénomènes en accord avec nos modèles. Ou peut-être que nous n'avons pas encore la capacité technologique pour détecter les signes envoyés par les extraterrestres. Je vais te montrer 2 endroits de l'univers qui pourraient, selon certains, s'expliquer par la présence d'extraterrestres. Nous continuons notre voyage vers la constellation du Cygne à environ 1470 années-lumière de la Terre en direction de l'étoile de Tabi ou KIC 8462-852. Cette étoile jaune-blanc n'a rien de très original. Sa masse est de 1,4 fois celle du Soleil et elle n'est même pas visible à l'œil nu, contrairement par exemple à Sirius ou Rho de Cassiopée. Et pourtant, elle intrigue les astronomes à cause de son comportement étrange. L'étoile de Tabi présente des variations de luminosité très inhabituelles. Depuis plus de 100 ans, les scientifiques ont observé des baisses de luminosité pouvant aller jusqu'à 22%, parfois sur plusieurs jours de manière apériodique. Il pourrait y avoir plusieurs explications. Explication 1. Un corps céleste passe devant l'étoile de manière irrégulière. Mais 2 raisons démentent cette hypothèse. D'abord, aucune étoile ou planète n'a été observée passant devant l'étoile de Tabi. En plus, si une planète de la taille de Jupiter passait devant l'étoile, cela ne provoquerait qu'une variation de luminosité de 1% et elle serait régulière. Explication 2. L'étoile est entourée d'un anneau de poussière ou de fragments de grosses comètes. Cette hypothèse a aussi été vérifiée et écartée par les scientifiques. Explication 3. Les variations de luminosité sont causées par des perturbations à la surface de l'étoile. Là encore, les observations des astronomes ont infirmé cette hypothèse. Explication 4. On peut expliquer les variations de luminosité par un problème technique du satellite d'observation. Mais aucun problème n'a été trouvé. Explication 5. L'étoile de Tabi appartiendrait à une classe d'étoiles dont la luminosité fluctue. Mais dans la réalité, l'étoile de Tabi appartient à la séquence principale, la zone où on trouve la plupart des étoiles observables, et elle est de classe spectrale F3, ce qui veut dire qu'elle est tout juste un peu plus grosse et un peu plus chaude que notre Soleil. Théoriquement, sa luminosité devrait donc être stable et ne pas connaître de changement avant plusieurs milliards d'années. Explication 6. Il s'agit de variations de luminosité artificielles. Ces variations pourraient alors être causées par les activités d'une civilisation extraterrestre très avancée sur le plan technologique qui aurait pu construire une sphère de Dyson autour de son étoile. La sphère de Dyson, ou biosphère artificielle, est une méga structure hypothétique qui a été décrite en 1960 par le mathématicien et physicien Freeman Dyson. La sphère de Dyson serait une sphère de matière artificielle et creuse située autour d'une étoile. L'objectif d'une telle structure serait de capter l'énergie lumineuse émise par l'étoile, toute ou une partie seulement, pour l'utiliser de manière industrielle. Cette hypothèse, qui signifierait qu'il y a bel et bien à proximité de l'étoile de Tabi une exoplanète abritant une civilisation extraterrestre très avancée, n'a pas encore été infirmée. L'Institut SETI a épié les émissions radio et laser de l'étoile Tabi et n'a détecté aucune émission. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extraterrestres dans cette partie de l'univers. Seules les émissions très puissantes et dirigées vers nous auraient pu être détectées. On pourrait d'ailleurs imaginer que les extraterrestres masquent leurs émissions radio ou laser pour ne pas qu'on puisse les détecter.
Explication 7. La dernière explication, et celle que les astronomes privilégient pour le moment, c'est le passage d'immenses nuages de poussière interstellaire devant l'étoile de Tabi qui ferait baisser certaines couleurs du spectre de lumière. Laissons derrière nous cette énigme mystérieuse et allons vers un autre endroit de l'univers bien plus sombre. Le vide du Bouvier, aussi appelé le grand vide ou supervide, est un autre objet mystérieux de l'univers qui intrigue les scientifiques. Cette région de l'espace intergalactique ne contient que très peu de galaxies, alors qu'il mesure environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Ce vide a été découvert par Robert Kirshner et son équipe en 1981. En 1997, il avait été estimé qu'il y a environ 60 galaxies dans le vide du Bouvier. Pour que tu puisses mieux te représenter l'ampleur de ce supervide, si notre galaxie, la Voie lactée, était au centre du vide, nous n'aurions pas su qu'il existait d'autres galaxies avant les années 1960. La théorie privilégiée par les scientifiques pour expliquer ce vide est qu'il se serait formé à partir d'autres vides de plus petite dimension, de la même manière que des bulles de savon se réunissent entre elles pour former une unique bulle de savon de plus grande taille. C'est le phénomène de coalescence. Une autre théorie avait été avancée, selon laquelle le vide était tout simplement une zone de l'univers qui avait été nettoyée par les forces gravitationnelles. Mais il ne s'est pas écoulé assez de milliards d'années pour que cela ait pu se produire. Mais d'autres astronomes ne sont pas convaincus par cette explication. Après tout, ces grands vides ne sont pas très courants dans l'espace, alors pourquoi l'explication ne serait pas plutôt d'origine artificielle ? Quand tu regardes le ciel nocturne, tu peux constater que l'univers est composé de milliards d'étoiles, regroupées dans des galaxies qui forment des amas de galaxies. Chaque amas de galaxies est relativement proche de sa voisine. Le vide existe donc dans l'espace, mais pas sur d'aussi grandes étendues. Une théorie a donc émergé, impliquant la présence d'extraterrestres. Le supervide aurait alors été formé par l'expansion d'une civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev. Une telle civilisation serait capable de collecter et de consommer l'intégralité de la puissance émise par sa galaxie. Elle aurait ainsi pu construire une gigantesque sphère de Dyson qui aurait occulté toutes les étoiles et les galaxies présentes dans le vide. Cette hypothèse pourrait expliquer la forme sphérique du vide de Bouvier. Tu te demandes si une vie extraterrestre aurait eu le temps de se développer à ce point sur le plan technologique ? La réponse est positive. Le vide du Bouvier se situe à 700 millions d'années-lumière de la Terre. Ce que l'on observe est donc ce qui était il y a 700 millions d'années. Or, les astronomes estiment que la vie intelligente pourrait être apparue dans l'univers il y a 4 milliards d'années. Une civilisation qui serait apparue il y a 4 milliards d'années aurait donc eu 3,3 milliards d'années pour se développer et construire une telle structure. Mais, pour le moment, aucune preuve n'a été trouvée permettant de confirmer une telle hypothèse. Notre voyage touche à sa fin. Au cours de ce voyage, tu auras découvert des objets étranges qui laissent à penser que la vie ne se cantonne pas à notre petite planète. Ces découvertes sont très excitantes pour la communauté scientifique, mais n'oublie pas qu'à l'échelle de l'univers, une civilisation dure le temps d'un clignement d'œil. Même si on a la chance de repérer un jour une civilisation extraterrestre, elle aura certainement existé et disparu il y a plusieurs millions d'années. Pour pouvoir toucher la vie du bout des doigts, il ne faudrait pas seulement qu'elle se trouve proche de nous spatialement, mais aussi qu'elle ait lieu au même moment que notre civilisation. Les probabilités de communiquer un jour avec des extraterrestres sont donc extrêmement faibles, mais ce n'est pas pour autant que les scientifiques abandonnent leur quête. Observer d'autres civilisations, même si elles ont disparu depuis des millions d'années, restera très intéressant et surtout très instructif.